d'être là ce soir. D'abord, je voudrais remercier Share Screen Africa pour m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous. OK. Et pour aujourd'hui, euh, je veux parler un peu du contexte de notre discussion. Pour ceux qui ont suivi le dernier webinaire qui était avec Monsieur Merlin, vous avez pu avoir une idée déjà sur la question de la séquestration du carbone. Euh, alors, pour ma part, étant donné que je fais partie de la délégation tunisienne à la COP 29, en faisant partie du groupe des négociateurs, euh, j'aimerais bien partager avec vous un peu mon pressenti et puis euh, mon analyse de la situation et notamment des marchés carbone et les opportunités pour le continent. Alors, mon évaluation, alors j'ai une évaluation critique de l'état actuel des marchés du carbone, particulièrement en ce qui concerne l'Afrique. Euh, Évidemment, les marchés carbone sont conçus pour offrir des solutions climatiques euh, et aussi de fournir les financements aux pays en développement. Mais nous observons quand même un schéma préoccupant où des acteurs externes captent la majorité des bénéfices financiers, ce qui laisse une faible contribution en fait pour les communautés locales, pour leur développement et pour euh, bénéficier en quelque sorte des projets. La réalité est que de nombreuses solutions fondées sur la nature, par exemple en Afrique, bien qu'excellentes pour l'atténuation climatique, euh, elles sont principalement contrôlées par des entités non africaines. Et puis, ces projets, souvent dirigés par des entreprises européennes, génèrent d'importants crédits carbone, mais le flux des revenus vers les communautés locales africaines reste disproportionnellement faible. Ça, c'est si on regarde le problème du point de vue du citoyen africain. Maintenant, si on regarde du côté des gouvernements africains, euh, lorsqu'on examine les résultats d'atténuation transférés au niveau international, ce qu'on appelle les ITMOS, euh, c'est l'application de l'article 6.2 des accords de Paris. Euh, Nous constatons des défis similaires. D'abord, les pays africains font face à des conditions strictes de participation qui nécessitent des capacités techniques et institutionnelles assez importantes. Alors certes, les accords de Paris prévoient un support, mais il faudra se résoudre, il faudra vraiment euh, euh, appliquer en quelque sorte ces réformes institutionnelles et avoir les capacités pour pouvoir demander l'aide financière. Et donc, euh, on fournit en quelque sorte l'aide financière pour le renforcement des capacités, euh, mais ceci est fait à travers euh, de l'aide qui vient, encore une fois, du Nord. Et donc l'aide financière, en quelque sorte, elle revient vers les pays européens. Et donc, euh,
en quelque sorte, on a un flux circulaire où le soutien qui est destiné aux nations africaines va bénéficier finalement aux parties prenantes externes qui viennent souvent euh, des pays qui sont à l'origine de la crise climatique actuelle. Et donc, c'est un système qui nécessite une réforme urgente si vraiment on parle d'une justice climatique. Mais je reste optimiste quant à l'avenir. Dans le webinaire que je vais animer, donc je vais approfondir la manière dont nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour qu'il y ait une véritable collaboration et coopération internationale euh, pour ces questions, pour adresser cette crise climatique. Nous allons explorer ensemble quelques mécanismes pour retenir une plus grande partie des revenus des marchés du carbone en Afrique, renforcer les capacités techniques locales et créer des accords de partage de bénéfices qui sont plus équitables. Euh, la clé réside évidemment dans le développement de solutions dirigées par l'Afrique qui privilégient à la fois l'action climatique et les bénéfices du développement économique et social local. Euh, et donc, en fait, ceci pourrait se faire, par exemple, à travers les négociations, que ce soit à travers le groupe africain ou d'autres groupes présents dans les conférences de parties. Le développement des capacités internes et le transfert technologique qui font partie des mécanismes des accords de Paris doivent être renforcés, doivent être bien négociés pour les intérêts des pays africains. Et donc, je vous donne rendez-vous euh, après, après la COP29 et le webinaire sera le 27 novembre et nous allons discuter donc en fait ces sujets. Évidemment, aujourd'hui, on pourra parler de quelques aspects sur lesquels je vais m'attarder plus tard le 27 novembre. Voilà, je rends la parole à Laetitia. Merci Niel pour cette introduction vraiment formidable. Pas de soucis, ce sont les aléas pour les petits soucis de connexion qu'on a souvent, c'est ça les aléas du problème en ligne, pas de soucis. Et donc, j'ai juste envie de rappeler, comme a dit Niel, que le 27 novembre, elle va encore intervenir sur cette plateforme, donc sur Share Screen Afrique, pour parler un peu plus en détail du crédit de carbone, comment commencer un tel projet et qui doivent être les bénéficiaires des revenus, et etc. Elle sera de retour de la COP 29, donc sûrement avec de nouvelles informations. Et donc, vraiment, je veux tous vous inviter à vraiment ne pas rater cela. On va faire l'annonce, comme on le fait souvent. Vous allez recevoir l'annonce pour pouvoir vous inscrire et joindre donc le webinaire. On va donc passer maintenant à la session questions-réponses. Vous pouvez écrire vos réponses dans le chat box et je les lirai pour vous et nos intervenants vont donc vous répondre. On a reçu déjà beaucoup de questions avant même l'événement. On a reçu beaucoup de questions des différents participants par email. Donc, il y a déjà des questions ici que j'ai partagées dans le chat box. Je vais donc commencer avec ces questions-là. On a une question de Monsieur Hervé Mosengo qui disait: Bonsoir, Monsieur Merlin. Voici mes questions concernant la séquestration du carbone. Pourquoi séquestrer le carbone? Quelle plante séquestre le carbone? Et qu'est-ce que séquestre le plus le carbone? Je crois que la personne voulait demander, et qu'est-ce qui séquestre le plus le carbone? Ah, voilà, merci. Bonjour encore une fois à l'audience. Merci pour la question.
Alors, la question est de savoir pourquoi séquestrer le carbone et puis quelle plante séquestre, je sais pas. Donc, voilà. Alors, le carbone, c'est en fait, euh, peut-être pour commencer par là, c'est un élément chimique en fait qui est présent dans euh, tous les organismes vivants. Alors, et qui constitue la matière organique du vivant. Voilà. Alors, ce qui fait que elle est plus importante parce que il va influencer presque tous les cycles de la vie sur la Terre, que ce soit pour les humains, que ce soit pour les autres animaux, que ce soit pour les végétaux, ainsi de suite. Alors, cela fait que la séquestration du carbone va avoir des impacts sur tous les plans. Par exemple, sur le plan environnemental, je vais commencer par l'actualité. On sait très bien que le monde est frappé par le réchauffement climatique euh, qui est lié en grande partie donc au COD qui est émis actuellement ou depuis l'ère industrielle par les activités humaines, notamment l'utilisation des énergies fossiles, les productions de l'électricité. Il y a aussi des déforestations, le changement d'utilisation des terres, tout ça. Alors, séquestrer le carbone, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gaz à effet de serre, mais le carbone paraît être ou bien est actuellement le gaz le plus influent parce que il est émis en grande quantité et donc il influence beaucoup plus l'effet de serre. Alors, séquestrer le carbone va permettre de réduire, parce que la séquestration de carbone, c'est le processus par lequel on capture, si je peux dire comme ça, le carbone de l'atmosphère et on le met dans un compartiment qui est naturel ou artificiel. Donc, le processus est soit naturel ou artificiel. Alors, ça va réduire les gaz à effet de serre. Et après ça, l'autre avantage environnemental, c'est que on va quand même améliorer la qualité de l'air que nous respirons et dans lequel nous vivons. Parce que vous savez que l'air n'a pas de barrières, n'a pas de frontières. Si des polluants sont ici, là où je suis en RDC, et peuvent vous rattraper n'importe où au monde. Voilà. Alors, il y a la protection de la biodiversité parce qu'on sait qu'actuellement, nous vivons de la biodiversité sur tous les aspects, en fait. Alors, pour différentes manières, par exemple, la production des médicaments, de la nourriture, les travaux, les tissus et ainsi de suite. Donc, la biodiversité a une influence très prépondérante dans notre vie quotidienne. Et alors, en séquestrant le carbone, on améliore les conditions de vie des écosystèmes, mais aussi on diminue, par exemple, la température. Et quand on diminue la température, on diminue quand même les impacts négatifs du réchauffement climatique sur les biodiversités qui souvent, il y a des espèces qui sont fragiles et qui disparaissent ou même qui se déplacent d'un endroit à un autre. Alors, il y a les fonctions écologiques des écosystèmes, comme je l'ai dit. Sur le plan social, en séquestrant le carbone, par exemple, on va améliorer, je parlais des fonctionnements des écosystèmes. Il y a les écosystèmes qui fonctionnent très bien et en fonctionnant très bien, par exemple, on a les activités culturelles, les prières et tout ça. Alors, quand on séquestre le carbone, indirectement, on protège parce que quand je parle de la protection des forêts, en séquestrant le carbone à travers les forêts, par exemple, on va protéger certaines activités culturelles. On va créer, par exemple, de l'emploi. On va améliorer la santé des gens et des communautés. Sur le plan économique, par exemple, il y a certaines innovations qui viennent avec les processus de séquestration de carbone et des opportunités d'investissement. Par exemple, la création des villes écologiques et tout le reste. Et c'est quand même des opportunités. Donc, il y en a plusieurs. Sur le plan politique, on peut parler par exemple de l'atteinte des engagements des États, mais aussi la stabilisation de certains conflits sociaux et politiques qui peut être dits aux perturbations des écosystèmes. Donc, tout ça, quand même, ce sont des aspects. Il y en a beaucoup, mais quand même, ce sont des aspects qui peuvent être comme des avantages de séquestration de carbone. Alors, quelles plantes séquestrent le carbone? Alors, je vais d'abord dire que ce ne sont pas les plantes seulement qui séquestrent le carbone. Alors, comme je l'ai dit, tous les vivants, tous les êtres vivants séquestrent d'abord le carbone. Alors, donc la séquestration de carbone, notamment, ou du moins de manière générale, c'est vrai, c'est à travers les plantes parce que c'est à travers les processus de photosynthèse.
Et c'est là que le carbone et le CO2 va être capturé et va être gardé dans la plante lorsque la plante forme sa biomasse. Et puis, après, la plante peut être ingérée par un autre animal, tout ça. Et l'animal, quand il meurt, il est enterré, c'est une partie du carbone. Là, le plante lui-même, elle-même, quand elle meurt et retourne au sol, le carbone peut être stocké dans les sols. Il y a aussi les océans qui stockent le carbone, ainsi de suite. Mais pour ce qui est des plantes, chaque plante, d'abord, a la capacité de séquestrer le carbone parce que chaque plante fait la photosynthèse. Donc, c'est ça. Chaque plante fait la photosynthèse. Alors, ceux qui sont beaucoup plus efficaces dans le stockage de carbone, ce sont les arbres. Et ce sont les arbres, pourquoi? Parce que les arbres, ils ont le développement secondaire et donc ils ont la capacité de grandir en diamètre et aussi de grandir en hauteur et donc par conséquent de séquestrer plus de carbone parce que chaque gramme de plante contient un certain gramme de carbone. Donc c'est ça. Alors, donc les arbres, de manière générale, je voulais dire, les arbres ont la capacité énorme de séquestrer le carbone et c'est pourquoi actuellement, on entend parler de la protection de forêt, de la réforestation et tout ça. Donc, je pense que c'est ça pour répondre à la question de l'ami. Merci. Je vois que la main de Monsieur Ladislas est levée, mais avant de vous donner la parole, Ladislas, je vais encore lire dans le chat box. Il y a des questions de Monsieur Maroukous Chris qui dit qu'il est étudiant en master droit de l'environnement. Il a quelques questions sur la séquestration du carbone. Il demande comment l'accord de Paris de 2015 influence-t-il la mise en œuvre de la séquestration du carbone? Ça, c'est la première question. Ensuite, quels sont les impacts potentiels de séquestration du carbone sur la biodiversité et les écosystèmes? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, quels sont les coûts et les bénéfices de la séquestration du carbone? La quatrième question, quels sont les défis et les opportunités liées au financement de la séquestration du carbone dans les pays en développement? Et la dernière et cinquième question, pouvez-vous partager des exemples concrets des projets de séquestration du carbone réussis? Donc, je pense que Nihel et Merlin peuvent intervenir tour à tour. Je pense que ces questions, elles sont destinées à chacun de vous. Donc, vous pouvez intervenir tour à tour. Et donc, la première question, c'est comment l'accord de Paris de 2015 influence-t-il la mise en œuvre de la séquestration du carbone? Les accords de Paris euh, de 2015, en fait, représentent une transition des anciens accords, enfin de l'ancien euh, régime en fait international qui est le protocole de Kyoto. Alors, ce qui est nouveau avec les accords de Paris, c'est que en fait, on a une approche au lieu d'une approche top-down, en fait, on a une approche bottom-up qui a permis en fait d'avoir une contribution internationale, donc en fait d'avoir tous les pays contribuant à l'effort dont l'objectif crucial était de limiter le réchauffement climatique euh, au-dessous de 2 degrés Celsius et idéalement 1,5. Et donc, euh, la question de la séquestration du carbone est devenue très importante et donc en fait une stratégie climatique internationale très importante. Donc, euh, les accords de Paris ont créé un environnement favorable euh, pour qu'on puisse créer en quelque sorte ces, ces puits de carbone, si je puisse dire, qui soient naturels, tel que a été expliqué par Monsieur Merlin, ou technologiques. Plus concrètement, donc en fait, il y a la mise en place de mécanismes de financement qui encouragent
la coopération internationale dans ce domaine à travers donc l'article 6, que ce soit à travers les marchés de carbone ou aussi d'autres approches au-delà des marchés. Euh, et puis, une des contributions majeures donc, de l'accord de Paris est d'avoir incité les pays euh, à intégrer donc, en fait, la séquestration de carbone dans leur contribution nationale, ce fameux document qui est soumis. Euh, donc, en fait, les prochains ou la prochaine vague, c'est 2025. Et donc, en fait, qui crée une sorte d'engagement global vers cet objectif. Euh, Aussi, donc en fait, quand on parle vraiment de séquestration de carbone, il y a la nature, d'accord, qui est un réservoir donc très important, mais il faut savoir aussi qu'on essaie de développer des solutions technologiques, même si la- les solutions actuelles restent limitées. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et la deuxième question, c'était quels sont les impacts potentiels de la séquestration du carbone sur la biodiversité et les écosystèmes? Voilà, je pense que je peux intervenir sur cette question-là. Alors, les impacts de la séquestration de carbone sur la biodiversité et les écosystèmes, bon, je peux les aborder dans des sens parce que ils ne sont pas que bénéfiques. Parce que, comme on l'a dit, la séquestration de carbone peut être naturelle et artificielle. Et donc, il y a toujours des avantages et des inconvénients qui peuvent survenir. Alors, pour ce qui est des avantages, d'abord, je peux parler par exemple de la restauration des écosystèmes parce que on va comprendre que quand on met les processus quand on met les processus de séquestration de carbone en marche, si j'avais dit comme ça va passer d'abord par d'abord la protection des écosystèmes, mais aussi la protection, la restauration des écosystèmes qui sont dégradés. C'est là, par exemple, qu'on peut passer par les afforestations, on peut même planter les arbres sur les sols qui étaient peut-être nus et dégradés, et déjà non fertiles, quelque chose comme ça. La séquestration de carbone peut passer, par exemple, par l'agriculture durable en facilitant, par exemple, les processus euh, de fertilisation organique, ainsi de suite. Donc, c'est quand même un avantage pour les écosystèmes, mais aussi pour les biodiversités qui y vivent. Parce qu'ils trouvent déjà un milieu de vie qui est restauré et qui est bon pour leur vie. Alors, il y a la conservation de la biodiversité. De manière générale, je l'ai parlé, et je ne veux pas. Non, mais c'est ça, c'est aussi un des avantages. Il y a l'amélioration de la santé et des écosystèmes, mais aussi de la résilience aux phénomènes naturels et artificiels. C'est comme par exemple quand on plante les arbres à un certain moment, même si donc les sols est peut-être protégé à l'éboulement ou quelque chose comme ça. Donc, et il est un peu résilient et il peut encore résister à certains phénomènes extrêmes. Alors, pour ce qui est peut-être de la biodiversité, je voulais en parler un peu parce que, vous savez, la biodiversité ou alors les espèces tant animales que végétales et autres, ils sont un peu fragiles. Et à un certain moment, quand la température varie, comme je l'ai dit, la température est parmi les éléments les plus importants qui facilitent la vie des espèces dans les écosystèmes. Alors, c'est pour ça qu'à un certain moment, quand la température est beaucoup plus élevée, certains peuvent disparaître ou changer de milieu de vie. Et quand ça change de milieu de vie, ça perturbe les autres éléments qui étaient là-bas. Parce qu'il n'y a pas une seule espèce ou une seule espèce qui vit elle-même. Elle est toujours en communauté, elle peut être en compétition, elle peut être en symbiose ou quoi, mais ça a un avantage dans son milieu naturel. Donc, une fois que l'espèce disparaît ou se déplace,
il y a d'autres conséquences qui surviennent. Donc, quand on séquestre le carbone, on facilite le processus naturel à rester en place dans un milieu donné. Alors, pour les inconvénients, alors je veux dire peut-être que ça dépend d'abord de méthodes ou de pratiques qui sont mises en place pour faire la séquestration de carbone. Par exemple, quand on fait les afforestations, souvent ce sont des mêmes cultures. Et quand on fait avec la même culture ou alors la même espèce, ça cause des problèmes. Je donne l'exemple des eucalyptus qui sont, euh, par exemple, réputés pour leur capacité à dégrader plus les sols et l'environnement. Vous allez voir, par exemple, dans une forêt à eucalyptus, souvent, il n'y a presque pas d'autres espèces qui poussent. Donc, il y a tout ça, il y a d'autres problèmes qui arrivent avec ça. Donc, c'est un sérieux problème. Il y a on peut parler, par exemple, quand on parle de séquestration artificielle. Alors, actuellement, d'abord, il y a toutes sortes de controverses autour parce qu'on ne sait pas jusque-là les impacts futurs sur l'environnement. Voilà, donc il y a toujours des questions qui se posent sur ça. Mais aussi, en parlant de séquestration artificielle, il y a comme la fertilisation des océans où on met des apports, des nutriments, par exemple, de l'azote, du phosphore, pour faciliter la croissance de phytoplancton, par exemple. Mais ces éléments ont d'autres conséquences. Les autres individus vivant là-bas et ils peuvent perturber même la chaîne trophique, ainsi de suite. Donc, tout ça sont des avantages négatifs, mais hein, pour être un peu réaliste, de manière générale, les avantages priment sur les inconvénients. Donc, c'est pourquoi il est en tout cas mieux de plus séquestrer, c'est mieux pour les écosystèmes et la biodiversité. Merci. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que l'inconvénient ne provient pas du fait qu'on se casse du carbone, mais du fait que les infrastructures utilisées peuvent être défectueuses. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Ok, merci beaucoup. La troisième question, quels sont les coûts et les bénéfices de la séquestration du carbone? Donc en fait, bon, ce que je vais dire, c'est juste pour répondre à la question. Par contre, il faut vraiment une thèse pour, en quelque sorte, pour répondre à la question. Euh, alors, d'abord, en fait, un projet, donc en fait, quand on parle de projet carbone, et si on prend les projets liés à la nature, tout ce qui est reforestation, protection, etc., etc. Et surtout, en fait, quand il s'agit donc, en fait, de reboisement, etc., il y a des investissements. Donc, jusqu'à ce qu'on commence à générer les crédits carbone qu'on va pouvoir vendre. Donc, en fait, il y a une période d'investissement assez conséquente. Et aujourd'hui, quand on parle aux développeurs de projets carbone, en fait, euh, le problème est donc en fait, de trouver des fonds. Donc, trouver des investisseurs qui sont prêts, en quelque sorte, à prendre le risque euh, donc au début du projet. Et par ailleurs, c'est un problème, c'est pas un problème nouveau puisque c'est comme en fait, il s'agit d'une start-up. Voilà. Donc au début, personne ne veut prendre le risque. À partir du moment où ça réussit, tout le monde veut investir. Voilà. Et donc, l'investissement initial qui est conséquent, le problème, c'est qu'il faut trouver le financement et donc, en fait, ça, ça augmente le risque. Aussi, il faut former les gens, il faut former le personnel pour pouvoir mener à bien le projet. Euh, Ensuite, il faut opérer. Donc, en fait, les coûts opérationnels, euh, là, on parle de projets dont la durée de vie au moins de 30 ans. D'accord? Ensuite, il faut, donc en fait, une fois on a certifié, on a créé les crédits carbone, etc., il faut surveiller. Il faut
faire du reporting. Donc, en fait, il faut dire si on est vraiment en train de réaliser en quelque sorte ce qu'on a promis. Et donc, euh, en quelque sorte, il y a un coût très important, mais en contrepartie, donc en fait, nous sommes en train de réduire, d'absorber en quelque sorte les émissions, d'accord, ou de réduire euh, on, pas réduire, mais plutôt avoiding, je ne trouve pas le terme en français. Euh, donc, euh, on va dire, donc en fait, on est en train d'enlever, d'absorber donc les émissions. Ensuite, on est en train de générer des revenus importants. Ces revenus, donc en fait, normalement, doivent bénéficier toutes les parties prenantes, y compris donc les communautés locales. Et puis, en fonction de la manière comment ces projets sont en quelque sorte montés dès le départ, on peut utiliser ou on peut créer des opportunités telles que, par exemple, la loi européenne contre la déforestation. Donc, en fait, ceci devient en quelque sorte un levier important, d'accord, à côté donc de la séquestration qui peut euh, créer des revenus supplémentaires pour les communautés locales. Euh, donc en fait aussi, comme ça a été expliqué par Monsieur Merlin, donc en fait il y a l'aspect conservation de la biodiversité, des écosystèmes qu'on n'arrive pas à quantifier, mais c'est un bénéfice très important non quantifiable de la séquestration euh, parce que en fait c'est considéré comme un co-bénéfice. Donc en fait cette action, donc le projet qui mène à la création d'un réservoir pour la séquestration du carbone est en train aussi de créer un bénéfice pour la biodiversité, un bénéfice économique et social important. Et donc, et donc voilà, c'est un investissement important, mais en même temps, lorsqu'en fait on a une vision holistique, on pourra avoir des bénéfices aussi importants que les coûts de la séquestration. Ok, merci. Je vais immédiatement lire la question 4 qui dit quels sont les défis et les opportunités liés au financement de la séquestration du carbone dans les pays en développement. Vous avez mentionné, Nihel, qu'en fait, la période d'investissement est assez conséquente, donc assez longue. Et donc, ça tombe à point cette question. Quels sont les défis et les opportunités liés au financement de la séquestration du carbone dans les pays en développement? Effectivement, donc en fait, donc l'accès au financement est limité euh, parce que, il y a un investissement important au début, au moment où le projet n'est pas en train de générer, par exemple, les crédits carbone. Et donc, qui va prendre le risque? Euh, Quels sont les différents... C'est vrai que, donc en fait, les mécanismes existants euh, euh, soit ne sont pas connus, ok, ou bien il y a un problème d'éligibilité, d'accord, et puis parfois on a du mal à faire le lien entre aussi les différents types de marchés, les marchés réglementaires et les marchés volontaires, et qui fait quoi et qui peut aider, etc. Donc en fait, c'est normal parce qu'en fait,
c'est un domaine qui est assez nouveau aussi, et donc on a du mal à, euh, en quelque sorte, à se faire une idée de l'écosystème et de qui peut aider dans ce cas. L'autre problème aussi, c'est lié au fait que c'est un, donc en fait, on est à l'état naissant, donc en fait, euh, il y a aussi pas mal de scandales, on va dire, ça comme ça, hein. Il y a des histoires qui n'aident pas, d'accord, et évidemment qui augmentent la réticence des investisseurs. euh, euh, et bien sûr, euh, ceci n'est pas à négliger. Euh, Par exemple, le secteur privé, il y a encore une réticence par rapport, est-ce que je dois favoriser l'optique financière pure, augmenter les résultats sans pour autant réfléchir aux conséquences sur le climat, la nature, etc. Ou est-ce que je dois adopter la logique ESG, le développement durable, et ça, il y a encore, on est encore là, enfin, on est encore en train de débattre. Et ça, c'est partout dans le monde, c'est pas uniquement en Afrique. Alors, l'autre problème en Afrique que j'ai mentionné tout au début dans ma présentation, c'est les capacités techniques. D'accord? Et aussi les cadres réglementaires. Souvent, quand on parle aux financiers, ils citent souvent que les cadres réglementaires, institutionnels, la question de la gouvernance, etc., ne sont pas complets et ou inadaptés en quelque sorte. Et donc, ceci va retarder en quelque sorte le financement et créer des obstacles au financement. Euh, mais je pense que il y a quand même un effort qui se fait vers donc une amélioration donc de l'accès au financement climatique internationaux. Euh, je pense aussi que si on arrive à bien négocier sur d'autres aspects, c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, une partie donc des négociations des conférences, de la conférence des parties, c'est sur le mécanisme technologique. Et il y a de plus en plus de rapprochement entre le mécanisme technologique et le mécanisme financier. Et quand je parle du mécanisme technologique, même si on parle de solutions nature, euh, pour l'Afrique, parce que c'est quand même une ressource très importante, il faut penser quelles sont les technologies dont on a besoin, comment vraiment comprendre en quelque sorte nos besoins technologiques et lier ces besoins donc au fonds qui existent pour qu'on puisse en quelque sorte faire les demandes et mobiliser les ressources qui existent. Le problème, c'est que ces ressources-là existent. Euh, et donc, euh, il y a aussi cette vision globale et holistique qui n'est pas présente et donc qui n'aide pas. Et encore une fois, ces technologies sont très importantes, par exemple, pour les pratiques agricoles. C'est-à-dire que, en fait, certes, il faut qu'il y ait, donc, en fait, implication des communautés locales dans tout ce qui est solutions agroforestières, etc. Mais en même temps, il y a des technologies qui pourraient réduire en quelque sorte la pression sur la terre, donc le besoin pour l'activité agricole, pour l'eau, etc., etc.
même si donc, dans pas mal de pays africains, l'eau peut-être ne représente pas un problème quand je parle de certains endroits, mais dans d'autres, le problème est très important. Merci, Nihel. Donc, en fait, on comprend tous que c'est vraiment un marché presque vierge. Donc, c'est vraiment plein d'opportunités. C'est à nous, les Africains, donc, de comprendre ce qu'on a. C'est vraiment ce qu'on a pour pouvoir en faire l'offrir, en fait, à ceux qui sont prêts à investir. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Dernière question, donc la cinquième question de Monsieur Maroukou. Avant que je ne donne la parole à Monsieur Ladislas, je vais la lire. Pouvez-vous partager des exemples concrets des projets de séquestration du carbone réussis? Peut-être moi, je peux parler d'un exemple, puis peut-être Paul va continuer avec un autre. Alors moi, l'exemple que bon, je peux peut-être donner, c'est, je pense que j'en avais parlé l'autre fois dans ma présentation passée, si l'ami était présent. Alors, il y a le projet RED Plus du plateau de Maïndombe, en République démocratique du Congo, qui était vraiment réussi, surtout directement à sa première phase. Alors, c'était un projet d'abord. Donc, le plateau de Maïndombe, il est quand même grand parce qu'il est étendu sur une affaire de 12 millions d'hectares et presque 80% est constitué par des forêts. Mais il y avait beaucoup de problèmes liés à sa gestion, comme par exemple l'agriculture non durable, tout ça, et ça causait une dégradation des forêts et la perte des potentiels de séquestration de carbone. Il y avait aussi des problèmes liés à l'exploitation de bois énergie, tout ça, qui contribuait significativement à la déforestation, mais aussi d'autres pressions sur les ressources avec la pression, alors la croissance démographique. Il y avait des problèmes de gouvernance aussi au niveau local pour ce qui est de la gouvernance forestière. Maintenant, le projet RED Plus là-bas avait quand même mis un impact significatif. Il a été c'était en 2016 que le projet a été instauré, en 2012 plutôt, mais approuvé, je pense, autour de 2016 comme ça. Alors, déjà, à la première phase quand même, il y a eu quand même, par exemple, la promotion de l'agroforesterie et la promotion aussi de la combinaison des cultures avec, par exemple, les acacias, ainsi de suite. Et ça a favorisé d'abord l'agriculture durable et agroécologique, en fait, qui a amélioré le potentiel de séquestration de carbone. Et c'était même autour de 100% des espérances de la première phase. Et puis, il y avait aussi, à un certain moment, on a créé, par exemple, le plan de gestion et je pense qu'ils sont allés jusqu'autour de 400 ou quelque chose comme ça. Il y a des plans de gestion qui ont été instaurés dans les différentes communautés pour essayer de gérer à des espaces réduits, mais avec des impacts globaux ou alors qui se complètent à un certain niveau. Il y a, par exemple, ils ont instauré des projets d'éducation sur comment on dit ça, la planification familiale, qui a été aussi adoptée et qui a été validée, mais dont les impacts sont à voir dans les futurs, en fait. Ça, je ne peux pas savoir en dire effectivement à ce moment. Mais quand même, on a instauré aussi des projets on a instauré aussi des projets euh, d'identification de forêts communautaires et il y avait une participation massive des communautés pour faciliter l'intégration des forêts au statut de forêt communautaire, ce qui leur permet effectivement de recevoir les subventions et plus et autre chose. Alors quand même, au niveau de la séquestration des carbone, c'est là que je parle, il y a eu quand même des avancées significatives et qui ont eu un impact et qui, si une fois continuer à être mises en place, peuvent, avec espoir, on peut arriver à une très bonne restauration de ces forêts et à une bonne continuation dans la séquestration de carbone dans ce sens-là. Donc, c'est un projet quand même qui a réussi. Ok.
Merci Merlin pour ces éclaircissements. Je vais donner la parole finalement à Monsieur Ladislas. Vous pouvez ouvrir votre micro Juste, et Laetitia, juste en fait, si je peux ajouter un exemple, c'est vraiment un exemple que peut-être en fait personne ne le connaît. Enfin, c'est un petit projet. Euh, L'année dernière, donc à la COP28, on avait cette initiative qui s'appelle The Great Green Action. Et en fait, on a fait une sélection de projets carbone de haute intégrité et qualité en Afrique. Et l'un de mes projets favorables, donc en fait vraiment que je trouve exceptionnel, c'est un projet c'est un projet de communautaire d'agroforesterie. Euh, euh, c'est au Malawi et en fait euh, le projet il est unique parce que, enfin, il a été monté d'une manière qui crée un équilibre, d'accord, entre les besoins des communautés, les objectifs de restauration, les impératifs de conservation, la séquestration du carbone. C'est le projet Kabuafu Mzimba. Et l'aspect particulièrement innovant est que, en fait, il est fondé sur la capacitation des femmes qui reçoivent donc des comptes bancaires personnels et par conséquent accèdent à des emplois, à des emplois verts. Le projet implique également activement les jeunes qui en fait font donc toute l'activité du monitoring donc en fait pour le projet et la permanence aussi donc des actions donc en fait de ce projet. Et du coup, donc en fait, en ayant les jeunes en quelque sorte qui s'occupent, donc en fait, il y a aussi cet aspect de durabilité auquel en fait on a fait attention. Merci beaucoup à Laetitia, merci beaucoup à Merlin, mais aussi merci beaucoup au professeur docteur Nihel. Alors, je pense que nous avions suivi avec intérêt, en fait, les débats et je remercie encore une fois de plus Merlin et professeur docteur Niel. Mais j'avais en fait quatre questions avec moi, mais la première question, je vais l'adresser à Merlin. Je pense que Merlin, c'est mon collègue et nous avions fait en fait beaucoup de terrain avec lui dans des zones où nous voyons que la communauté a dépensé vraiment ses intérêts, ses efforts pour conserver la forêt, mais ça ne contribue pas vraiment à lutter contre la pauvreté dans laquelle elles vivent jusqu'à maintenant. Mais voici maintenant ma question était de savoir, Merlin, de quelle façon la protection des forêts du bassin du Congo peut contribuer à la réduction de la pauvreté de la communauté locale. Ça, c'est la première question que j'adresse à Merlin. Pour le professeur Dr Niel, j'ai trois petites questions à vous poser. La première question était de savoir qui bénéficie vraiment du marché en carbone. Parce que derrière ça, vraiment, je n'arrive pas à comprendre ça. J'aimerais savoir qui bénéficie du marché carbone. Ça, c'est un. De deux, il existe combien de types de marchés carbone? Ça, c'est la deuxième question, professeur. Et la troisième question, pourquoi ce sont les acheteurs qui fixent les prix du carbone au niveau du marché au lieu de laisser cet aspect des choses au niveau de la communauté locale, bénéficiaire des forêts, pour fixer vraiment le prix de carbone, les retombées de leurs forêts. Moi, je pense qu'à un certain moment, c'est une façon de pillage bien organisé
des acheteurs parce que ce sont eux encore qui fixent les prix du carbone au lieu de laisser cet aspect des choses aux communautés locales. Et pour terminer, peut-être j'allais demander les contacts du professeur Dr Niel. Peut-être on aura la chance de se rencontrer à la COP 29 pour continuer avec le débat. Mais j'ai oublié de me présenter. Je suis Ladislas Witanene. Je représente un réseau des organisations de jeunes engagés dans les climatiques, conservation de la biodiversité, forêts et zones humides en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Heureusement que Ladislas a mentionné que on vit quand même la même réalité. Alors, euh, je pense que ce qu'il faut d'abord mentionner, c'est que euh, les réalités que vivent les populations locales dans nos zones d'intervention, et particulièrement dans les bassins du Congo, ils sont un peu complexes. Et ils partent, par exemple, de problèmes politiques comme la sécurité ou l'insécurité, les guerres à répétition, ce genre de choses. Il y a peut-être des problèmes culturels, des divergences culturelles, ce genre de choses, ou religieux, ainsi de suite. Et il y a aussi des problèmes environnementaux, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'à un certain moment, la réponse environnementale ne peut pas répondre à tous les problèmes. Ça, c'est la première des choses que je peux dire par rapport à ma réponse. Alors, comment maintenant la ségrégation de carbone peut aider à améliorer les conditions de vie des communautés locales? Voilà. Donc, la première des questions, il faut savoir quel est le problème auquel le manque de séquestration de carbone euh, contribuent et comment on va les justifier, par exemple. Alors, la séquestration, disons par exemple, plus de 90, de 70% de nos communautés vivent de l'agriculture. Et alors, c'est une agriculture qui n'est pas durable. Et euh, d'abord, il faut identifier bien les problèmes. Si le problème est au niveau, par exemple, de l'agriculture et que les écosystèmes peut-être sont dégradés et, disons, ils ne parviennent pas par exemple, disons par exemple la fertilité des sols. Alors là, facilement, on peut mener des mécanismes de renforcement de la séquestration dans les sols à travers, par exemple, à travers des techniques agricoles qui sont durables, comme j'ai parlé de la fertilisation organique, l'intégration de l'agroforesterie, ainsi de suite. Alors, il y a aussi, par exemple, si on voit les problèmes est lié, par exemple, à l'eau. On peut se dire, par exemple, on va sécuriser le bassin versant, on va planter les arbres sur des bassins versants des rivières. Et il y a ce genre de choses qu'on peut développer comme mécanisme. Alors, le deuxième élément, c'est de savoir c'est quel écosystème qui souffre de ce problème là-bas et tout ce qu'il y a autour. C'est peut-être un problème lié, par exemple, à la déforestation à cause de l'énergie. Et c'est peut-être une forêt de quelqu'un, parce qu'on le voit comme ça. C'est une forêt, c'est une forêt de quelqu'un. Donc, à un certain moment, la gestion, elle dépend des décisions que la personne prend pour sa forêt. Vous comprenez que dans ces cas, on peut même mettre le processus de séquestration de carbone dans la zone, mais qui ne sera pas adopté par la personne. Et par conséquent, ça va augmenter des problèmes pour les populations qui sont autour de cette forêt. Donc, le problème n'est pas maintenant lié à la séquestration du carbone, mais peut-être il est lié à à la politique de gestion de cette forêt-là. Et c'est dans ce sens qu'il faut aller, parce que comme je l'ai dit, la séquestration de carbone n'est pas réponse à tout, mais aussi la séquestration de carbone n'est pas nécessairement le premier objectif. Il peut découler des autres objectifs. Par exemple, l'objectif peut être de protéger la forêt pour des besoins culturels et sociaux, mais à un certain moment, la forêt va en bénéficier parce qu'elle sera restaurée et elle sera protégée. Donc, je pense que c'est tout ça qu'il faut voir avant d'acquiser la séquestration de carbone, parce qu'elle-même, elle peut être là, elle peut être bien fonctionnelle, mais les résultats ne seront pas vécus au point de vue des communautés, mais au point de vue environnemental et autres, elles seront vécues. Donc, il faut bien identifier les problèmes des communautés et bien les lier à la question liée à la restauration des écosystèmes et aussi à la question liée à la séquestration de carbone. Merci.
Ça va être un peu difficile, hein. Parce que la première question, alors, alors en général, qui doit bénéficier? On va dire ça, on va dire ça comme ça. Enfin, en général, la logique dit que celui qui crée la valeur. Euh, Sauf que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas uniquement dans les projets carbone, c'est dans notre système économique, pardon, un modèle économique. euh, ce n'est pas, ce ne sont pas ceux qui créent la valeur qui captent en quelque sorte cette valeur. Aujourd'hui, la manière comment les choses sont organisées, et c'est très compliqué. Bon, les choses sont en train d'évoluer, mais bon. Euh, donc en fait, il y a des projets carbone, et dans ces projets carbone, il y a plusieurs parties prenantes. Donc il y a généralement un développeur, d'accord? Et puis, évidemment, le développeur doit avoir en quelque sorte une terre qui appartient à d'autres parties prenantes, souvent des communautés, euh, des villages, donc euh, impliqués, enfin qui ont en quelque sorte une forme de propriété de la terre. Euh, et puis évidemment, d'autres parties prenantes, y compris les gouvernements, etc., etc., et les autorités locales. Donc il y a plusieurs intervenants dans ces projets. Alors, euh, ensuite, lorsque les crédits carbone sont produits, issus, ils sont vendus, d'accord, à d'autres, donc des acheteurs. Et les acheteurs euh, ne sont pas nécessairement ceux qui vont utiliser les crédits carbone dans le cadre donc de la réduction de leur budget carbone. Euh, Ça peut être des investisseurs, ça peut être des intermédiaires, ça peut être des entreprises qui vont eux-mêmes revendre, d'accord, à d'autres entreprises. Et c'est pour cette raison qu'on a commencé à penser, il faut limiter la période entre laquelle donc en fait on achète et ensuite on utilise les crédits carbone parce qu'autrement on peut avoir de la spéculation. Euh, et donc, en fait, étant donné que ces projets impliquent donc en fait plusieurs parties prenantes, idéalement, c'est que toutes ces parties prenantes doivent en avoir un retour en quelque sorte. Euh, et notamment les propriétaires des terres, ceux qui sont impliqués sur le terrain, qui sont en train de faire l'action, elles-mêmes doivent avoir une bonne partie. Aujourd'hui, il y a quelques cadres réglementaires qui, en quelque sorte, mettent des limites, etc. Par exemple, en Tanzanie, donc en fait, il y a des règles pour protéger donc les intérêts des communautés locales, mais dans d'autres cas, ça dépend des forces de négociation. Euh, Ce qui empire la situation, c'est que on n'a pas aujourd'hui la possibilité de faire le traçage. C'est-à-dire que, par exemple, une entreprise qui achète un crédit carbone à, par exemple, 20 $, d'accord? Euh, Comment les 20 $ sont distribués, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de mécanismes, notamment technologiques, euh, qui permettent de faire en quelque sorte le traçage pour voir un peu la distribution. D'accord? Et donc, parfois, dans certains cas, les développeurs de projets peuvent garder une bonne partie.
de cet argent-là. Et donc, une faible contribution revient aux communautés locales. Donc, évidemment, j'ai parlé d'un cas qui est très simple, mais il y a plusieurs autres cas où, par exemple, des investisseurs interviennent dès le début, d'accord, et fixent le prix parce que comme on a dit que, enfin, il y a un problème de financement tout au début des projets, et donc en fait, ils achètent les crédits qui vont être produits, mais à un prix qui a été fixé aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, il y a des crédits carbone qui sont évalués à 4 dollars. Il y a d'autres qui sont évalués à 400 dollars. Pourquoi? Ça, c'est une des questions. Pourquoi il n'y a pas une valeur du carbone? Donc, ça, c'est une autre question. Euh, et donc, en fait, ces investisseurs-là, ils vont avoir les crédits carbone qui peuvent par la suite vendre sur un marché euh, secondaire euh, à 100 dollars ou à 200 dollars. Donc, ils ont acheté à 4 dollars et ils vont vendre à 100 ou à 200 dollars. Bon, donc, il y a tellement de questions, sans parler donc de projets où en fait l'État intervient et puis il y a différents mécanismes de financement euh, à travers lesquels en fait on a un échange contre la dette nationale. Et puis encore une fois, c'est une question de négociation. C'est vraiment une manière aussi de voir la position de négociation qui permet en quelque sorte de définir une valeur. Donc en fait, qui bénéficient, bah, certainement pas ceux qui créent de la valeur. Voilà. Merci, merci bien. Euh, et la troisième question, je crois, c'était les types de marché carbone, les différents types. Bah, c'est un des aspects enfin, sur lesquels on va s'attarder dans le webinaire. Bah, évidemment, il y a deux types de marchés, le marché réglementaire et puis euh, le marché de type volontaire. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de marchés réglementaires, hein. Enfin, le plus grand, c'est celui au niveau de l'Union européenne. Euh, mais en fait, on tend vers euh, plus de marchés réglementaires. On attend d'ici là aussi, on attend euh, l'implémentation totale de l'article 6.4 des accords de Paris parce que cela va permettre d'avoir une gouvernance au niveau de UNFCCC, donc en fait de la Convention pour le changement de climat. Et évidemment, d'ici là, donc en fait, ce sont les marchés volontaires, même si aujourd'hui, encore une fois, comme je l'ai bien expliqué, à cause des doutes, à cause de quelques scandales, les marchés sont ralentis, on va dire ça comme ça. Ok. Et on aimerait aussi savoir, d'après la question de Monsieur Ladislas, pourquoi les investisseurs fixent-ils les prix? Est-ce que c'est pas du pillage, cette façon de faire? Alors, les prix sur les marchés, enfin, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, euh, donc s'il n'y a pas des acheteurs, ben, le prix, il va en quelque sorte diminuer. Alors, si les marchés étaient efficients, le prix aurait été différent. Maintenant, il y a la question de la valeur. Quelle est cette valeur? Donc, en fait,
des crédits carbone. Et je crois que Monsieur Marc, en fait, il va parler longuement, en quelque sorte, de cette question. Mais oui, enfin, le prix sur le marché ne reflète pas, en quelque sorte, ne reflète rien, en gros, aujourd'hui. Et donc, on est loin de l'efficience. Et puis, donc, en fait, on doit être d'accord, en fait, sur de la manière comment, en fait, est définie cette valeur. Et je crois que euh, Monsieur Lotti peut ajouter quelque chose à ce niveau. Si j'ai le droit, sinon je ne veux pas empêcher quelqu'un à poser une question. Peut-être pour... il y a quelque chose qui ont été dit que je trouve qui sont très valables. Monsieur Merlin avait parlé de l'idée que on fait la réforestation, on s'occupe de la biodiversité et peut-être aussi, comme Monsieur Ladislav a indiqué, on s'occupe aussi de la lutte contre la pauvreté. Et tous les effets qui sont positifs dans ce contexte sont aussi des effets qui mènent à la séquestration de carbone. Et typiquement, toutes les activités humaines qui sont négatives à l'environnement aussi créent, ou ils créent du carbone dans l'atmosphère. C'est-à-dire que on peut voir qu'il y a quand même une alliance entre l'effort de séquestrer le carbone, de protéger la biodiversité, mais en fait, la séquestration, c'est l'effet d'une bonne action. Alors ça, c'est une chose que je crois que c'est important de penser à ça parce que, et ça c'est le second point, en ce moment, si on a beaucoup de succès dans une forêt tropicale, on peut peut-être séquestrer après à peu près peut-être 5 à 15 tonnes, et je suis sûr que M. Merlin pourrait me corriger si je suis en faute, de carbone. Et alors pour le CO2, ça fait à peu près, disons, le double, peut-être 2 fois et demi cette somme. C'est-à-dire que je suis... Et alors, si je peux vendre une tonne de CO2 de séquestration à 40 euros ou 40 dollars, la mathématique n'est pas compliquée que les sommes auxquelles je peux penser au cours d'une 30 ans sont pas suffisants pour justifier la séquestration de carbone comme activité unique. C'est-à-dire que si j'ai un besoin de recultiver la biodiversité, de protéger la biodiversité ou de réforester la forêt parce que ça a des bons effets en soi-même, la séquestration de carbone peut aider à financer cet effort. Mais moi, je ne peux pas voir une raison que de séquestrer le carbone en raison unique. Et finalement, sur la question des prix, le carbone n'a pas de prix. Le prix est complètement artificiel. S'il n'existait pas la réglementation, par exemple dans l'Union européenne ou en Californie, aux États-Unis et autre part, que les gouvernements forcent les entreprises qui émettent du CO2 de trouver des moyens de réduire le CO2 ou de créer une compensation, il n'y aurait pas de marché. C'est-à-dire, le marché existe seulement à cause de cette réglementation. Et le second aspect de ça, c'est que dans les marchés réglementés, la tonne de CO2 a une valeur, elle a un prix. Et le prix a commencé à très bas niveau
il va augmenter au fur et à mesure. Pendant les années, il y a des règlements dans l'Union européenne. Et si les entreprises n'achèvent pas la réglementation, ils sont punis en rapport à ce prix de carbone. C'est-à-dire que la référence est complètement artificielle. Il n'existe pas de marché naturel de carbone. Alors, c'est-à-dire que c'est dans ce contexte qu'on va discuter la semaine prochaine, en principe aussi de évaluer beaucoup d'aspects dont on a parlé aujourd'hui, qui sont que moi j'appellerais les problèmes d'agence. Qui sait qui dit comment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent, et moi, la semaine prochaine, l'essentiel de ma présentation, ça va être de discuter les problèmes d'agence dans le procès de créer des biens de carbone ou des carbon credits qu'on peut ensuite vendre et les conséquences de tout ça. Alors, je demande à M. Merlin et Niel si ça a aidé et aussi à M. Ladislav si ça aide d'une manière ou une autre. Et je m'excuse au prochain intervenant que vous lui posez une question. Je crois que ce que Marc vient de souligner, c'est que finalement, la personne qui possède l'idée va se faire beaucoup plus d'argent que la personne qui possède, je ne sais pas comment mentionner ça, le matériel, même la chose à vendre. Donc, je vous encourage à être nombreux le 29 octobre. Marc Lotig va présenter. Je pense que ce serait vraiment intéressant. Il va vraiment tous nous inspirer. Euh, Ristal Kouassi qui demande, est-ce que le projet de séquestration de carbone ne serait-il pas un frein au développement industriel et agricole des pays en voie de développement? Il faut d'abord peut-être différencier la séquestration du carbone à la limitation ou alors à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est des choses différentes parce que souvent quand on parle du développement économique, on voit les énergies fossiles qui constituent une machine économique en fait qui contribue au développement économique parce que euh, tout ce qu'il y a autour de l'économie, les transports, la production, l'électricité, ainsi de suite, beaucoup plus, ils sont liés d'une manière ou d'une autre à, à l'exploitation des énergies fossiles. Alors, pour ce qui est de la séquestration de carbone, elle ne serait pas un frein, peut-être elle serait d'ailleurs une opportunité en tant que telle. Parce que d'abord, la séquestration de carbone, comme on l'a dit, euh, il va améliorer, il va améliorer les santé des écosystèmes. Or, nous savons que toute la matière première, ou du moins une grande partie des matières premières, elle est dans les écosystèmes. Elle est dans les écosystèmes. Ça signifie que, par exemple, si les forêts respirent très bien, si, par exemple, les lacs sont en bon état, les rivières, ainsi de suite, il y a d'abord une grande source de matières premières, que ce soit pour la fabrication de médicaments, que ce soit pour la fabrication de tous les éléments là-bas. À un certain moment, il y a une grande partie des ressources qui sont là-bas. Et alors, en protégeant, par exemple, ces écosystèmes dans le but de protéger, donc dans le but de favoriser la séquestration du carbone, à un certain moment, on protège la source de matières premières. Sauf peut-être certaines sources, comme par exemple les gisements des mines, des minerais qui sont dans les forêts. Ça, c'est peut-être un autre débat. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est qu'il y a la résilience. Il y a la résilience de la machine économique. Par exemple, l'agriculture va être résiliente aux phénomènes extrêmes parce qu'on va les limiter avec la séquestration du carbone et c'est un avantage. Il y a les coûts de réparation des problèmes liés au changement climatique qui seront limités à un certain moment et c'est un avantage aussi sur le plan économique. Donc, il y a peut-être les opportunités qui vont se créer. Et ça aussi, ce sont des opportunités économiques. Je pense que j'ai parlé de la création des villes écologiques.
à un certain moment, vous allez comprendre que il y a beaucoup plus d'opportunités et de créativité à mettre dans ces sens là-bas. Et ces opportunités là-bas, pour les innovateurs et les investisseurs, c'est un avantage économique dont ils peuvent profiter. Alors, il y a la création de l'emploi, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est aussi un des avantages qui peut découler de la séquestration du carbone. Donc, à un certain moment, c'est vraiment un avantage sur le plan économique, mais il y a aussi certainement des inconvénients, comme par exemple quand je parlais des gisements ou alors des réserves minières qui sont dans les forêts qui doivent être protégées. Alors là, à un certain moment, il faut peut-être recourir à trouver le juste milieu, la balance, ou alors les substituts à un certain moment, les substituts économiques ou en termes de matière, et peut-être développer d'autres moyens. Mais pour ce qui est sûr, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients sur le plan économique. Mis à part le fait de parler des autres aspects liés aux émissions de gaz à effet de serre, comme je l'ai dit. Merci. Je pense que si vraiment notre développement entraîne, comment on appelle ça, une augmentation du carbone en fait dans l'atmosphère, je pense que ce serait mieux en fait que on mette un frein sur le développement, le temps de trouver des meilleures façons de se développer avant d'avancer. Je pense que c'est nécessaire à l'allure où les couches atmosphériques, donc à l'allure où notre atmosphère est affectée par tout le CO2 que nous sommes en train d'émettre en tant qu'humains, ça ne nous ferait pas de mal de prendre le temps de réfléchir sur des meilleurs moyens de se développer qui n'affecteraient pas autant notre atmosphère. Je vais donner la parole à Monsieur Jaffet. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ok, merci beaucoup, madame. Je viens en peine de rejoindre le lien, bien que je suis venu un peu en retard, mais j'ai quelques interventions qui peuvent me ramener deux ou trois questions. J'ai suivi les interventions des gens et je voulais un peu savoir, premièrement, entre la communauté locale et le bailleur des fonds du projet, qui sont les responsables du projet. Parce que je me rappelle toujours chez nous en Afrique, dans la forêt tropicale, il y a beaucoup de choses qui passent où des fois nous, on ne comprend pas. Je donne l'exemple de la République démocratique du Congo, qui est mon pays. On connaissait que après l'Amazonie pour la richesse en faune et en flore. Mais actuellement, après le Précope 27 qui a eu lieu à l'INERA en Gambie, dans la province de la Tchopo, la RDC est cotée aujourd'hui comme le premier pays avec sa richesse en faune et en flore. Alors, Madame F. Bazaïba, qui est la ministre de l'Environnement, elle a beaucoup plus interpellé pour les dossiers de paiement du prix du carbone. La RDC, qui est un pays solution, on gagne qui est 5 dollars par tonne pour le prix du carbone. On reconnaît qu'au niveau mondial, c'est la RDC qui gagne actuellement pour sa richesse à faune et à flore. Et je voulais savoir, comment se passe le paiement de ces prix de carbone? Il y a d'autres pays qui gagnent beaucoup plus que la RDC qui occupe une grande superficie au monde. Ça, c'est ma deuxième question. Et la troisième question, c'est du coup du côté de l'Union européenne qui est la première maison qui finance toutes les forêts du monde. Avant de venir là où je suis pour le moment, j'ai eu un peu le temps de travailler avec le Centre international de recherche sur les forêts, le CIFOR, qui finance pas mal des activités qui prend en compte plusieurs domaines sur le terrain, entre autres l'éducation environnementale. Et j'étais du côté un département de bois énergie où on amène une nouvelle espèce à croissance rapide que nous connaissons, Acacia, pour dire que nous voilà, les paysans peuvent installer l'acacia dans leur plantation, dans leur champ. L'acacia a beaucoup plus d'avantages et puis ça fertilise les sols et puis après, dans quelques temps, ces Kaoseta, ils peuvent exploiter ces acacias pour faire des charbons de bois. Et cette population a été promise pour dire que nous voilà, chaque fin du mois, on commencera à leur donner un peu d'argent pour faire les entretiens dans leur plantation. Et à chaque fois quand nous partons sur le terrain, je faisais la cartographie pour savoir les différentes plantations, si ça occupe combien de superficie en hectares.
Mais vous trouverez des gens qui vous disent que non, finalement, on ne comprend pas. On nous promet l'argent du prix des carbone, l'argent de la traité pour nos plantations. On ne donne absolument rien. Est-ce que l'Union européenne fait à compte des réalités de vie de la communauté locale, là où il y a des gens qui souffrent pour dire que non, voilà, c'est l'Union européenne qui va faire quelque chose. Mais en réalité, sur le terrain, rien ne marche. Voilà un peu mes trois petites questions que je voulais un peu savoir, partant de ce qui vient de se présenter. Bien que je suis venu en retard, je ne sais pas s'il y a des réponses déjà dans mes questions ou les autres avaient déjà posé avant. Merci. Chers panélistes, sentez-vous libre de répondre à ces questions très intéressantes. Alors, trois petites questions. Je ne suis pas sûre que ce sont trois petites questions. Euh, alors, enfin, quand on parle de projet carbone, il y a une responsabilité pour les projets et cette responsabilité est avec les développeurs de projets. Donc, ceux qui développent ces projets, c'est eux qui sont, qui sont responsables pour le projet, qui vont monter le projet, qui vont mobiliser les parties prenantes, qui vont négocier les financements, qui vont euh, certifier le projet, qui vont vendre les crédits, qui vont récupérer l'argent, qui vont distribuer l'argent, etc., etc. Et les développeurs de projets, ça peut être donc en fait un entrepreneur, comme ça peut être donc en fait d'entreprises internationales. Je vous donne un exemple, TNC, The Nature Conservancy, c'est un des acteurs les plus actifs, on va dire ça comme ça, au niveau donc de développement de projets, par exemple en Afrique. Euh, ou TIST, donc ça, c'est des acteurs qui sont connus en termes de développement de projets. Stop the hiccup before you go. En ce qui concerne les communautés locales, généralement, sont impliquées à différentes raisons dans ces projets. Alors, d'abord, il peut y avoir des contrats de mise à disposition des terres aux développeurs de projets. Et ceci implique une négociation. Alors là, est-ce que les communautés locales savent négocier, comprennent un peu donc la dynamique globale, ce qui se passe au niveau donc enfin des crédits carbone, des négociations, d'où on va, etc. Je ne suis pas certaine. Mais à la fin, donc en fait, la négociation se passe et il y a un accord sur une longue durée qui va en découler de ces négociations. Ensuite, les communautés locales vont être impliquées et c'est une condition importante pour le succès du projet. Donc, ils vont être impliqués dans l'implémentation des activités du projet. Et encore plus important, c'est que la condition de la permanence des projets, généralement, dépend de l'action et de l'implication des communautés locales. Aujourd'hui, mon évaluation, sur la base de ce que j'ai lu, de ce que j'ai observé, etc., c'est que les communautés locales ne, ne sont pas, on va dire, euh, 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 où en fait on, une part minime et faible des revenus qui vont souvent aux développeurs de projets. Et encore, ce prix, parce que le développeur de projet, comme je l'ai bien mentionné, il va vendre à un prix euh,
c'est bien, enfin, c'est une réalité qu'aujourd'hui, il y a des crédits carbone qui sont évalués à 4 dollars. Il y a d'autres qui, en Afrique, encore une fois, qu'on vend à 25 dollars. Il y a d'autres qu'on vend à 40 dollars. Et tout dépend. Donc, en fait, bon. Euh, mais ces mêmes crédits carbone peuvent être vendus à 1000 dollars. Donc, en fait, il y a tout un processus, d'accord, qui fait que, à la fin, ben, ceux qui ont créé la valeur, encore une fois, ne vont pas capter cette valeur. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, les gouvernements, à ce niveau-là, euh, n'ont pas vraiment c'est-à-dire qu'en fait, les projets ne sont pas développés par le gouvernement. D'accord? Les gouvernements, dans le cadre des transferts internationaux, donc de ces mécanismes d'atténuation, ce qu'on appelle les ITMOS, en fait, ils peuvent avoir une partie, donc ils peuvent évidemment inclure certains projets dans ces accords bilatéraux et par la même occasion avoir une partie du prix pour financer des actions précises et notamment pour satisfaire les obligations nationales dans le cadre des accords de Paris. Mais ce ne sont pas les gouvernements qui vont mettre en place les projets. Et à ma connaissance, votre pays, peut-être que enfin, j'ignore, mais n'a toujours pas d'accords internationaux signés dans le cadre de ce mécanisme de l'article 6.2 des accords de Paris. Donc, aujourd'hui, donc c'est uniquement des projets qui sont peut-être majoritairement Red Plus. Et aujourd'hui, les projets Red Plus, ils sont vendus à 4-5 dollars le crédit carbone. Voilà. Merci beaucoup pour les éclaircissements, Nihel. On va bientôt, on tire presque à la fin de cet événement de ce soir. Je vois Monsieur Ladislas qui a encore sa main levée. Est-ce que c'est... Vous pouvez prendre la parole. Je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas baissé votre main ou bien si vous l'avez à nouveau levée. Je ne suis pas sûre, mais vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, merci beaucoup, Laetitia. Alors, j'aimerais revenir sur un point que Marc a soulevé après ma question que j'ai posée par rapport aux réglementations du prix du carbone, parce que à un certain moment, c'est inconcevable. Par exemple, une tonne de carbone en RDC, ça revient à 10 dollars. Et au Rwanda, ça devient à 100 dollars. Mais à un certain moment, je me demande pourquoi cette réglementation, à un certain moment, je me dis aussi, cette réglementation est politisée à un certain moment. Mais est-ce qu'il y a moyen de dépolitiser en fait cette réglementation parce qu'à un certain moment, ça ne bénéficie pas à la communauté locale qui se donne corps et âme de protéger leurs forêts, mais à un certain moment, ils ne gagnent rien en réalité. Merci beaucoup. Si j'ai le droit, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Et euh, Niel avait dit quelque chose avant. Il faut toujours se rappeler que les marchés volontaires, tout ce dont on parle ici, c'était en effet le marché volontaire de carbone. Et c'est un marché qui n'a pas encore été bien développé. Il est au début de son développement et il y a eu malheureusement des cas où tous les participants n'ont pas été honnêtes. Et ça a eu un effet très négatif sur le prix du carbone. Mais je veux aussi dire que
il ne faut pas être complètement désespéré à cause de ça. Dans les marchés de cette complexité, il faut avoir de la patience. Et je pense un des problèmes dans les pays qui sont en développement, c'est que les ressources pour la conservation, la régénération, réforestation sont toujours très limitées. Alors il y a une idée de trouver des fonds dans le contexte de crédit de carbone pour financer ces efforts. Et je pense que c'est une opinion tout personnelle, c'est qu'en fait, les pays en développement, en Afrique et autre part, ils bénéficiaient d'attendre que les marchés de carbone se stabilisent, qu'ils deviennent beaucoup plus standardisés. Je crois que c'est vraiment très important de s'informer maintenant, mais je pense que ce n'est pas le vraiment bon moment de faire des grands projets en ce moment, peut-être des petits projets pour apprendre, ça c'est toujours utile. Je crois que aussi c'est intéressant de faire des projets où le crédit de carbone est un petit élément dans le tout du projet qui peut aider, mais du moment où je parle de vraiment grands projets avec des surfaces qui ne sont pas comptées en hectares, mais en kilomètres carrés, sur beaucoup plus grandes surfaces, c'est probablement une bonne idée d'attendre pour que les marchés de carbone et aussi les marchés de biodiversité, qui sont encore beaucoup plus jeunes, commencent à se stabiliser. Et à ce moment-là, beaucoup de ces effets dont on a parlé ce soir n'existeront plus parce que c'est un marché beaucoup plus mature qui s'est établi. Alors, c'est une question de patience un peu, d'attendre. Et en ce moment, dans un marché qui est naissant, c'est très bien pour les gens qui essayent d'extraire des profits qui ne sont pas reliés nécessairement au bien biophysique qui est créé, mais beaucoup plus à l'opportunité ou les inefficiencies, euh, les frictions qui existent dans le marché en ce moment. Alors, il y a en fait, un investisseur peut se poser la question, mais oui, mais je vais acheter des mètres carrés en un pays où c'est bon marché, parce que tout ce que je dois faire, c'est d'attendre que le marché s'établit et le prix va augmenter automatiquement. Et il y a des investisseurs qui font exactement ça. Ils ne sont pas vraiment intéressés dans la biophysique, ils sont uniquement intéressés dans le développement des prix des crédits carbone au fur et à mesure où le marché s'établit et aussi, important, le prix dans le marché réglementé s'augmente dans les années qui viennent, hein, d'un niveau qui est bien en dessous de 100 euros à ce moment et qui va augmenter peut-être jusqu'à 200 euros dans quelques années. Et pour comprendre que c'est même aussi un problème dans les pays occidentaux, euh, quand Donald Trump était le président des États-Unis, le prix de crédit carbone aux États-Unis a baissé à 4 dollars. Maintenant, avec Biden, il y avait des discussions que le prix du carbone devrait être à 190 dollars. Alors, pratiquement 50 fois le prix. Alors, même dans les pays occidentaux, il y a c'est une situation qui n'est pas très bien établie et c'est très difficile. Alors, ce n'est pas uniquement un problème de pays en développement. Je peux rajouter quelque chose en fait à ce niveau. Donc, le marché volontaire en 2023 était évalué à 2 billions de dollars. Et on estime, donc les études estiment que
ce marché volontaire sera de l'ordre de 40 billions de dollars en 2030. Et évidemment, euh, mon expérience personnelle, parce que l'un des projets en fait sur lequel j'ai travaillé était d'organiser une enchère de crédit carbone pendant la COP 28. Et en parlant, donc en fait, en essayant de sonder un peu les opinions des entreprises, des banques. Aujourd'hui, par exemple, pratiquement toutes les banques sont en train d'établir, de créer des carbon desks. Donc, en fait, un département dédié au crédit carbone. Donc, en fait, c'est... Mais aujourd'hui, ils sont en train de développer donc un portefeuille où ils essayent de voir un peu donc le pipeline de projets, quels sont les critères qu'on peut considérer, etc., etc. Mais personne n'achète. Et quand on a posé la question, donc la tendance était, ben en fait, on a fait quand même, on a commencé à faire les engagements de net zéro, etc., pour 2030 et 2050, etc. Donc en fait, on va attendre jusqu'à 2029. Voilà. Donc c'est c'est la tendance actuelle. Donc en fait, les marchés sont naissants. D'accord? Et donc, il faut donner du temps. Par contre, il faut créer le pipeline. Aujourd'hui, on estime que rien que pour arrêter la déforestation en Afrique, d'accord, on a besoin de- d'une dizaine de milliers de projets en Afrique. D'accord? Et on est très, très loin de ça. Euh, Et quand on dit déforestation, arrêter la déforestation, il y a énormément d'opportunités. Et ce n'est pas uniquement en matière de séquestration de carbone. Parce que aussi, donc en fait, si on trouve le moyen de monter des projets où on a donc en fait des co-bénéfices et notamment, par exemple, une activité agricole avec l'opportunité de vendre et d'avoir un accès au marché dans l'Union européenne, cela va créer un avantage compétitif important, étant donné la loi, la nouvelle directive contre la déforestation. Mais encore une fois, ce que j'ai dit, et je répète maintenant, c'est qu'il faut être bien informé, il faut savoir comment euh, l'écosystème est, est conçu, les intérêts des uns et des autres, l'évolution réglementaire, l'évolution des intérêts euh, et des dynamiques pour pouvoir ensuite se créer une stratégie, d'accord, que ce soit au niveau du continent, au niveau des pays et ensuite aussi au niveau local, communautaire, etc., pour bénéficier de la situation. Parce que il y a une opportunité unique pour l'Afrique pour utiliser ses ressources naturelles et à partir de là, créer un modèle de développement, d'accord, économique qui bénéficie aux citoyens africains. Merci beaucoup. Elle sera de retour le 27 novembre. Donc, on va commencer par lui poser les questions qui sont dans le chat box pendant la session questions-réponses avant de passer à autre chose. Donc, ces questions-là seront répondues. S'il vous plaît, soyez présents le 27 novembre. OK, Monsieur Jaffet, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, madame. La question est assez facile. Quand on organise les ateliers pareils, c'est pour avoir des idées et surtout on sensibilise les jeunes comment gérer la biodiversité.
Je me pose une question. Il faut-il continuer à étudier toujours dans ces mêmes domaines, soit on laisse? Parce que si on regarde, nous souffrons trop lorsqu'on étudie de G1, tu finis le graduat, tu fais la licence, tu pars jusqu'au niveau du master. C'est que tu apprends la théorie, mais la pratique sur le terrain, c'est le contraire. Le frère vient de dire que la RDC gagne 10 dollars par tonne de carbone. Ce n'est pas 10 dollars, c'est 5 dollars. Alors, je me pose une question. Je prends la RDC qui a une grande superficie de la tourbière et une zone qui séquestre totalement le carbone au monde. Mais nous sommes tellement mal classés. Je me pose la question. Quand on dit que non, voilà, il faut avoir plus ou moins 10 ou soit 1000 projets où on doit financer en Afrique pour essayer de travailler pour gérer la forêt. Mais en Afrique, il y a toujours la guerre et la guerre. Les gens vivent de la forêt, l'agriculture. Il n'y a pas d'emploi. Mais si on finance pour 10 000 projets, on s'y pose. Est-ce que la forêt sera bien gérée? Il n'y aura plus la déforestation? Ça, en tout cas, à un moment donné, j'arrive au point où j'arrête de ne plus évoluer dans ces domaines parce que la réalité sur le terrain, c'est compliqué. Je m'arrête là parce que des fois, ça me pousse à pleurer même. Je vais essayer tout simplement, et je pense que M. Merlin et Niel peuvent complémenter ça. En fait, ce que M. Jaffé a dit, je crois que je partage ce sentiment. Et je le partage parce que je crois que la question qu'il a posée n'est pas vraiment une question économique, c'est plutôt une question morale. Et c'est une question sur laquelle comment voulons-nous vivre dans les environnements où nous vivons. Et si on veut vivre avec la nature, on trouve un moyen de trouver des solutions. Et si on continue comme on fait en ce moment, c'est de vivre contre la nature, il n'y a pas de résolution à la question posée. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est émotionnellement pas facile à réfléchir à ces choses. Et j'ajoute à ça, je ne suis pas sûre aussi. Donc, nous avons un problème de coexister avec la nature et de coexister en tant qu'être humain. Donc, ça devient encore plus compliqué. Euh, Encore une fois, donc en fait, c'est des questions qui sont très difficiles à répondre parce que il y a plusieurs euh, éléments qui, euh, qui interagissent. Euh, et certes, euh, je donne par exemple enfin, un pays comme le Soudan, par exemple. Le Soudan, donc en fait, avec les terres fertiles du Soudan, ben, on a des gens qui meurent de faim au Soudan. Il y a des guerres, il y a une instabilité, etc. Euh, bon, comment résoudre ces questions-là? Moi, sans rentrer dans toutes ces considérations où on peut finir par, you know, des théories du complot, etc., pour moi, c'est très simple. Et c'est ma philosophie dans la vie. D'accord? Je pense que nous devons développer nos capacités. C'est la science, c'est la connaissance, c'est le savoir et notre savoir indigène avant tout, d'accord? Que nous devons garder, acquérir et à partir de là, nous pouvons développer une immunité à toute intervention quelconque et à toute influence qui pourrait nuire à nos intérêts.
Parce que, en fait, il faut qu'il y ait un niveau de conscience et un niveau euh, de connaissance qui nous permet clairement de savoir où est le gain à court terme et à long terme, où est notre intérêt et comment le préserver. Et donc, je mise toujours sur les jeunes, je mise toujours sur euh, euh, le savoir et la connaissance comme meilleure arme, d'accord, euh, pour développer le continent. Merci Très beaucoup. Voilà. Donc, moi, je voulais dire que les problèmes là, c'est un problème qu'il faut voir au niveau de bénéfice des efforts. Parce que le- on parle des avantages économiques qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas, donc, dont les populations et communautés locales ne sont pas bénéficiaires. Mais au-delà des avantages économiques, d'abord, il faut signaler que les efforts ont d'autres avantages. Les avantages, euh, donc, il y a des avantages socio-économiques qui sont à prendre en considération et qui améliorent quand même la vie à un certain niveau pour les communautés locales. Et ça, c'est un avantage. Et à un autre niveau, il faut voir les responsabilités des parties prenantes. Alors, c'est vrai qu'on a dit qu'à un certain moment, il y a des décisions qui viennent, disons, d'en haut et dont nous sommes conséquents. Mais il y a aussi la part des responsabilités, par exemple, de nos décideurs politiques, de nos négociateurs et autres. Donc, à un certain moment, ils doivent aussi prendre leurs responsabilités. C'est vrai que Prof. Niel a parlé de la COP, mais à un certain moment, on a des délégués, par exemple, dans nos pays qui vont là-bas, mais ils prennent juste des photos, ainsi de suite. Et au retour, il y a rien comme peut-être rapport, comme peut-être même révolte qu'ils ont montré à ce niveau là-bas. Donc, je pense que c'est dans ce genre de négociations qu'il devrait y avoir à un certain moment des gens qui vont plaider. Mais ce n'est pas le cas, on ne le voit pas. Donc, et nous aussi, en tant que jeunes, comme l'ami qui a posé la question a dit que est-ce qu'il faut continuer à étudier, est-ce qu'il faut continuer finalement. Donc, alors, moi, je pense que tout ça, il faut continuer parce que c'est un effort qu'il faut commencer aujourd'hui. Si on a loupé de commencer ça hier, il faut le commencer aujourd'hui. Et on va commencer parce qu'on a des capacités, on a des qualités, on a peut-être la possibilité d'atteindre certains niveaux pour les faire. Et si on ne peut pas les faire sans, par exemple, le savoir-faire et toute autre chose. Donc, à un certain moment, il y a aussi une implication à notre niveau. On n'est pas là pour voir ce qui est déjà passé, mais comment améliorer ça. Et je pense que le futur est vraiment prometteur parce que actuellement, on voit des jeunes qui sont vraiment impliqués dans les questions environnementales par rapport aux années passées. Les jeunes étaient impliqués dans je sais pas, l'argent et autres choses, mais actuellement, les questions environnementales, même bénévoles, les jeunes sont vraiment impliqués et ils essaient de fournir les efforts pour que leur voix puisse être entendue. Dans les temps, on ne pouvait pas voir les jeunes sur les histoires comme les COP et autres, mais actuellement, on est en train de voir les jeunes et il y a aussi les mouvements, les organisations qui facilitent cela. Donc, à un certain niveau, on doit aussi prendre les responsabilités, chacun à son niveau, et essayer, tant soit peu, de fournir un effort pour résoudre les problèmes et pas de se plaindre seulement. Merci. merci. Permettez-moi de poser une dernière question à Merlin. Maintenant, cette question vient de Monsieur Jean-Pierre depuis Bruxelles. Il dit, il y a une tour à effluves qui avait été installée à Yangabi, province de la Tsopo en RDC, pour évaluer les échanges gazeux entre l'atmosphère et la forêt, particulièrement la séquestration de carbone. Y a-t-il déjà des résultats permettant de quantifier la séquestration de carbone des forêts congolaises à partir de cette tour à flux? Mais en fait, je pense qu'il y a des résultats, mais les résultats, ce n'est pas pour toutes les forêts congolaises. C'est pour une partie des forêts où la tour est installée, ça c'est un. Et puis des deux, je ne sais pas le niveau des résultats par rapport aux problèmes auxquels ils peuvent répondre. Je ne sais pas si vraiment ils sont déjà consistants ou comment. C'est ça en fait.
Merci beaucoup, Merlin. Merci beaucoup, Niel. Et merci beaucoup, Marc. Vraiment, Ah, c'était... s'il vous plaît, Madame Laetitia. La Oui. question posée pour les tours Afrique à Yangambi, là, moi j'ai passé plusieurs missions à Yangambi. Je vous dis, il y a même la communauté Turumbu qui avait détruit, arrêté les tours Afrique là pour ne pas travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas l'importance de ça. À l'époque du gouverneur Wale, il était parti arrêter ça comme le gouverneur. Pourquoi? Parce qu'on disait que la manière dont la Terre est en train de travailler, les carbones que la Terre est en train de séquestrer, ça renvoie en Europe. Et la Terre ne fonctionnait pas. Du côté de Précop 27, la communauté Touroumbo a demandé même aux bailleurs, les gens qui étaient venus, qui puissent réhabiliter des bâtiments de l'INERA Yangambi où les bâtiments étaient laissés, ça fait très longtemps par les Belges. On n'a même pas réfléchi à réhabiliter des bâtiments et la route. Mais ils ont amené rien que des tâtes. Après avoir fini la mission de 5 jours, ils ont pris des bateaux et des avions pour rentrer dans leur pays. Il y a des décisions qui se prennent où la communauté n'est pas impliquée. Les gens souffrent. La communauté de Tourumbu souffre. La question de la terre, là, en tout cas, les gens n'aiment pas écouter même les dossiers des Tours Afrique qui est à Yangambi. Merci pour ces éclaircissements et pour ces précisions. C'est pourquoi justement des plaques comme Share Screen Afrique sont importantes pour que vraiment on fasse avancer et changer les mentalités et que les actions vraiment puissent prendre place. Euh, on est arrivé à la fin de l'événement de ce soir. Je veux vraiment encore remercier notre audience vraiment pour la présence et toutes vos questions qui ont permis encore de mieux comprendre le sujet. Et vraiment un grand merci à professeur Nihel, monsieur Marc et monsieur Merlin. Et on vous retrouve encore, monsieur Marc, le 29 octobre et Nihel le 27 novembre. Merci bien et bonne soirée à tout le monde.